Bien, on va vous parler de la rhizarthrose. Ça, c'est votre activité également du quotidien quand vous serez bien en forme et bien installé. Avec Thomas Jagère, on a, et moi personnellement, avons développé une expérience considérable sur l'arthroplastie trapézo-métacarpienne. Et on va vous dire maintenant comment on fait et ce que l'on choisit comme méthode en fonction du sujet et de l'avancement de cette affection. Non, non, non. Ok. Donc, voilà, pour la rhizarthrose, quelle stratégie? Donc, c'est une pathologie qui est très fréquente, qui est très rarement isolée, puisque les patients qu'on voit avec une rhizarthrose ont souvent des syndromes canalaires, tout un ensemble de choses, une arthrose digitale associée. Et on va s'intéresser donc dans le traitement et la stratégie au contexte anatomique et au contexte du patient, qui vont être les deux éléments à regarder. Vous avez un traitement médical, un traitement opératoire, vous le savez tous, et vous l'avez déjà pratiqué. Donc, traitement médical, il est à faire systématiquement en premier. Donc, ça, quel que soit le stade, quel que soit le patient, il doit toujours être essayé parce que souvent il marche, souvent ils sont suffisants. On est assez surpris de voir des radiographies horribles avec des pouces très déformés et des gens finalement très contents avec juste une orthèse. Donc, généralement on dit 60% d'amélioration de symptômes, ça marche dans presque la moitié des cas pour les arthroses sévères. On a deux orthèses, généralement on s'est orienté vers une orthèse de jour courte qui convient à une grande partie des gens pour les activités souvent avec un peu de force. Elle est par contre assez mal tolérée chez les gens qui ont un pouce adductus, auquel cas il vaut mieux repasser sur un système sur mesure. Et la nuit, on leur met une orthèse longue sur mesure pour lutter contre l'inflammation. Après le traitement médical, ça ne suffit pas, on a une étape un peu de traitement d'attente. Alors on va le proposer si on n'est pas encore au bon moment pour un traitement plus durable. Donc soit si le patient est jeune, soit s'il y a un mauvais timing, par exemple quelqu'un qui a une activité manuelle lourde, qui est proche de la retraite, ou qui n'est pas prêt à une chirurgie un peu plus lourde. À ce moment-là, on va la proposer plutôt pour des arthroses de stade 1 d'Eaton, donc des arthroses qui sont, on va dire, trapézo-métacarpiennes légères. On va avoir deux choses, soit on reste complètement médical, et ça va être la viscosupplémentation, qui peut être proposée à tout âge. Alors c'est un traitement qui est un petit peu controversé, parce que ça ne marche pas toujours. L'avantage, c'est qu'au pire, ça ne marche pas. Et le gros intérêt, c'est surtout de le proposer sur les gens qui sont opérés d'autres choses. Typiquement, quelqu'un qui va être opéré d'un canal carpien, qui a une rhizarthrose, qui ne veut pas se faire opérer de la rhizarthrose, vous profitez de l'anesthésie locorégionale, vous lui mettez un petit peu de sténile dans la trapézo-métacarpienne, et ça ne fait pas forcément de mal. Dans mon expérience, on va gagner plutôt un stade d'orthèse. C'est-à-dire que quelqu'un qui va être tout le temps dans l'orthèse va réussir à en sortir pour certaines tâches. Quelqu'un qui va mettre l'orthèse occasionnellement en journée va réussir à s'en dispenser en journée. Bien évidemment, c'est temporaire. Quand après on va avoir une arthrose chez un patient qui est trop jeune, pour un traitement plus conséquent, on va essayer de jouer la montre, alors avec une synovectomie arthroscopique. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il ne faut pas en attendre des miracles. Souvent c'est temporaire, parfois ça marche vraiment pas du tout. L'intérêt qu'on y voit, c'est la même voie d'abord que ce qu'on va avoir pour la bénette, pour la vidéo marche pas, c'est pas grave. On va faire du débridement, on va voir l'état des ligaments. Le gros intérêt qu'on va voir, c'est l'état du cartilage. C'est-à-dire que même si la radiographie est assez peu altérée, qu'on retrouve un cartilage qui est abîmé sur toute la surface, on a moins de scrupules à faire comprendre au patient qu'un traitement plus conséquent est nécessaire. D'ailleurs, il peut voir l'écran de l'arthroscopie et comprendre de quoi on parle. Après, si le cartilage est en bon état, on peut toujours discuter des solutions d'attente d'ostéotomie de Wilson, ou alors de ligamentoplastie d'Eaton Littler, en sachant que cette dernière, elle tolère très très mal les chondrites débutantes et qu'on peut avoir des accélérations, voire des douleurs. Donc il faut vraiment se méfier. La dénervation, je vous l'ai mis entre parenthèses, parce que contrairement à l'expérience qu'on a sur le poignet, au poignet, je trouve que globalement ça marche. Par contre, donc je fais partie des croyants, mais par contre sur la trapézo-métacarpienne, c'est quand même beaucoup plus aléatoire. Le traitement qui est plus durable, vous le connaissez, on le propose uniquement en cas d'insuffisance du traitement médical. Deux grands types, trapézectomie ou prothèse. C'est souvent l'occasion de débats très inflamméogènes. Au niveau de la trapézectomie, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez, ça marche. On va plutôt distinguer deux types de concepts, la partielle et la totale. Après, interposition, suspensoplastie, vous faites ce que vous voulez, c'est à peu près pareil. Prothèse trapézo-métacarpienne, chacun choisit ce qui l'intéresse. Les gestes associés ne sont pas à oublier, à la fois en haut sur le poignet et en bas sur la métacarpophalangienne, donc il faut être vigilant. Qu'est-ce qu'on va regarder pour évaluer la stratégie? Première chose, le contexte du patient.
L'âge, ça c'est important, le sexe aussi, et plus que l'âge, en fait, c'est le profil professionnel et de loisirs, parce que vous avez des gens qui ont 55-60 ans qui sont en bien plus mauvais état que des gens qui en ont 75. Donc c'est plus le profil, on va dire l'espérance de vie du patient qu'on va essayer d'évaluer. L'observance prévisible, parce que c'est quelqu'un de plutôt raisonnable, de prudent, qui va s'astreindre au suivi ou pas. La tolérance à la reprise, parce que quand vous commencez à discuter notamment de prothèses, il faut leur parler de reprise. Vous avez des gens qui vont vous dire 10 ans c'est loin, vous avez des gens qui vont vous dire je veux entendre parler une seule fois de ce pouce. Ça va être un élément décisionnaire. Allergie aux métaux, surtout si vous mettez des prothèses contraintes. Le contexte anatomique, c'est le type d'arthrose que vous êtes obligé de traiter. Est-ce qu'elle est purement trapézométale? Est-ce qu'elle est péritrapézienne? Donc on utilise la classification d'Eaton. Et en fait, de manière un petit peu plus pertinente, on va chercher la douleur STT. C'est-à-dire que vous avez la douleur TM qui est typiquement à la base du pouce en antérieur. La douleur STT va être plutôt sur l'arrière. Et même si on a une usure STT, le fait qu'il n'y ait pas de douleur, ça n'interdit pas de faire qu'un geste sur la trapézomètacarpienne. Le stock osseux, la forme et la hauteur du trapèze, ça va être très important pour savoir si vous mettez une prothèse plutôt facile ou si ça va être un geste qui est difficile et de durée de vie assez limitée. Stabilité, qualité ligamentaire, ça joue surtout sur la trapézectomie pour éviter les problèmes. Le statut du poignet, c'est très important à évaluer. Donc l'état du ligament scapholinaire, est-ce qu'il y a une instabilité ou pas? Il faut surtout se méfier des chondrocalcinoses, puisque vous avez des assouplissements et des destructions ligamentaires à ce niveau-là. L'atteinte de la STT, on en a parlé, et puis finalement toutes les pathologies associées au niveau du poignet, puisque vous allez avoir du conflit cubito-carpien, un petit peu d'usure à chaque étage, et il faut anticiper la suite. Le statut de l'ANP, on va assez vite le régler. C'est surtout l'hyperextension métacarpophalangienne ou l'arthrose associée. L'arthrose associée, vous pouvez faire une arthrodèse, et à ce moment-là, il faut beaucoup se méfier des prothèses au-dessus qui vont prendre beaucoup plus de contraintes et qui vont tenir moins longtemps. Par contre, pour l'hyperextension, on fait d'habitude soit une capsulodèse qui finit toujours par se détendre un petit peu, ou surtout la retention de l'abducteur du pouce qui vous replace le pouce en position de rétropulsion et en position plus efficace. Donc on va différencier un peu artificiellement des rhizarthroses à poignée normale, où finalement il n'y a que le problème de rhizarthrose et des rhizarthroses à poignée un peu douteux. Sur un stade 2-3, donc avec usure trapézométacarpienne avérée, sans atteinte STT, c'est plutôt une question de philosophie et de choix de la part du patient. Vous allez avoir des gens qui sont tout trapézectomie, des gens qui sont tout prothèse. Je pense que la vérité est probablement entre les deux. Trapézectomie totale, interposition ou suspensioplastie, surtout chez le jeune, donc parce que là on va chercher la durée de vie de l'opération. On peut discuter une partielle en fonction des activités, parce que la trapézectomie totale est quand même associée de temps en temps à des déplacements sur le scaphoïde. Et on va jouer donc la qualité du résultat dans le long terme. Qualité sur le confort, qualité sur le maintien de la fonction. Il faut bien évaluer la qualité ligamentaire pour essayer d'anticiper les problèmes de collapsus, en sachant que les reprises, elles sont rares, mais quand il y a des reprises, elles sont souvent difficiles, avec souvent des reprises de reprises de re-reprises. Donc il faut essayer de les anticiper. Quand on a une prothèse trapézométacarpienne, on peut donc mettre sur une prothèse trapézométacarpienne. Là, c'est uniquement les femmes, on ne met pas chez les hommes, en tout cas pour éviter parce que dans les séries, souvent les échecs sont chez les hommes. 55-65 ans, en sachant que c'est une fourchette qui dépend du profil d'activité. On va plutôt être dans la partie haute de la fourchette. La qualité du résultat objectif et ressenti par le patient, elle est très très bonne sur ces chirurgies de prothèses, avec des gens qui vont vite très bien. C'est très esthétique parce que la prothèse qui est contrainte, elle vous corrige la subluxation trapézométacarpienne, elle vous corrige l'hyperextension métacarpophalangienne parce qu'elle retend les masses musculaires. Les gens sont très contents. Par contre, il faut se méfier du stock osseux, il faut avoir un bon trapèze et il faut avoir une facilité technique, c'est-à-dire que ça ne sert à rien d'aller mettre une prothèse dans un trapèze qui est tout petit avec un mauvais os, ça ne tiendra pas et les reprises vont être compliquées. Si vous avez de la réserve trapézienne, entre guillemets, c'est-à-dire un bon trapèze bien cubique, hein, avec à ce moment-là des reprises qui sont possibles, une marge derrière votre cupule, vous avez un peu plus de sécurité. Il faut bien juger le patient pour savoir s'il y a des contre-indications, des activités très à risque et des activités très lourdes. Et il faut surtout bien choisir sa prothèse, choisir une prothèse qui est modulaire, choisir une prothèse qui est validée, pour pouvoir avoir de la durée de vie. Parce qu'on trouve parfois des concepts un peu surprenants. La reprise là-dessus, elle est certaine. Vous mettez quelque chose de synthétique qui va s'user, il y a un moment, il va falloir le reprendre. Mais ce n'est pas toujours difficile si vous avez fait un bon suivi et que vous arrivez avant que tout soit détruit. À poignée normale avec atteinte péritrapézienne, c'est le même choix si la STT est indolore. On n'est pas obligé d'aller traiter la STT. Par contre, si la STT devient douloureuse,
on fait plutôt une trapézectomie totale qui permet de traiter les deux facettes du trapèze en même temps. On n'utilise pas, en tout cas, la technique de doublage. Alors, les rhizarthroses à poignet douteux ou problématiques, c'est un petit peu plus problématique, vous voyez. Les problèmes qu'on va avoir, c'est l'atteinte au doute sur le scapho-lunaire qu'il va falloir évaluer. Vous l'évaluez avec un arthroscanner, vous l'évaluez avec une arthroscopie s'il y a vraiment de sérieux doutes. Les problèmes de chondrocalcinose pour les problèmes de ligaments dont on a parlé et d'usure cartilagineuse. Et les atteintes au moment de la consultation, peu symptomatiques, radiocarpiennes et médiocarpiennes, mais qui vont probablement se déséquilibrer après. Le risque, ça va être la bascule scaphoïdienne, surtout si on retrouve la lésion scapho-lunaire, le collapsus pour les problèmes ligamentaires et les décompensations douloureuses au poignet, en sachant qu'il va falloir anticiper tout ça pour éviter d'avoir une impasse thérapeutique. Il y a une chirurgie sur le poignet à faire alors que vous avez enlevé le trapèze, et donc vous avez déjà toute une série d'options qui sont déjà plus possibles. Donc si le poignet est non ou peu symptomatique, à ce moment-là, on va se concentrer sur un traitement trapézométacarpien pur. Et là, vous pouvez choisir soit entre une trapézectomie partielle, soit une prothèse trapézométacarpienne, suivant les critères qu'on a discutés auparavant, donc femme et l'âge essentiellement. Quand votre poignet est symptomatique, ce n'est pas logique d'aller traiter uniquement la trapézométacarpienne, il faut essayer de leur proposer un traitement qui est plutôt global. À ce moment-là, pour l'instabilité scapho-lunaire, ce qu'on propose généralement, c'est si le cartilage scaphoïdien est correct, on fait une scaphocapitate et on fait une trapézectomie totale. C'est le schéma classique. Après, on peut aussi combiner d'autres façons un peu différentes. Si par contre vous avez un scaphoïde qui est arthrosique, vous faites une trapézectomie partielle qui vous évite d'avoir le problème qui vous laisse quand même une console proximale pour le pouce, et vous faites ensuite comme vous voulez, soit une arthrodescatrose, soit une première rangée en fonction de la situation au niveau du poignet. Prothèse trapézométacarpienne, il y a quand même, on peut dans le fond proposer une prothèse trapézométacarpienne avec une première rangée, etc. Le problème c'est la migration au cupule qui risque de vous amener de nouveau dans des problèmes. Donc c'est pour ça qu'avec une trapézectomie partielle, vous êtes peut-être plus à l'abri, on va dire, dans le temps. La chirurgie des reprises. Pour une reprise de prothèse, plusieurs options. Soit vous arrivez au bon moment, on peut faire une dépose-repose, soit totale, soit partielle de l'implant. Vous avez en gros les trois grands concepts qui sont possibles. Soit vous changez juste le plastique, le polyéthylène, soit vous remettez une nouvelle cupule parce que les murs sont encore bons, moyennant une cupule de reprise, un petit peu de greffe spongieuse, soit vous reconstruisez un mur de trapèze avec une greffe qui est corticospongieuse. Donc ça avait été développé dans l'article de Ledoux notamment. Vous pouvez aussi faire une trapézectomie, et parfois avec reconstruction de M1, surtout si vous avez retiré trop de métacarpien au moment de la pose. Donc il ne faut pas retirer trop de métacarpien quand vous posez une prothèse trapézométacarpienne. Reprise de trapézectomie, elles sont souvent difficiles, vous avez plusieurs choses, donc soit la totalisation d'une trapézectomie partielle, bon ça c'est pas forcément trop compliqué. Ligamentoplastie, suspensoplastie, c'est les problèmes de collapsus. Donc vous avez ici la montée du premier métacarpien, vous voyez on peut avoir même des arthroses secondaires entre le trapézoïde et le premier métacarpien, c'est souvent une qualité ligamentaire qui est vraiment très mauvaise. Vous avez l'illustration en bas, quand on ne tire pas, quand on tire, vous voyez qu'il n'y a rien du tout. Alors en pratique, ce qu'on utilise désormais, c'est de la greffe de cartilage costal ou ostéochondral. Donc ce qu'on fait, voilà, l'intérêt c'est quoi? C'est que c'est un spécieur qui est biologique. Donc si vous arrivez après des prothèses silicone par exemple, c'est très bien accepté par le patient. Ça fait très bio. Le prélèvement il est en fait très simple. Il suffit juste d'aller sur la côte, vous contournez précautionneusement la côte et vous avez ensuite plusieurs manières de lever votre cartilage. Soit vous prenez un morceau, la partie bleue la plus foncée, qui servira à ce moment-là pour une trapézectomie partielle. Ça c'est la technique qui avait été travaillée par Besançon. Soit vous prenez juste la rondelle de cartilage, vous en faites une interposition totale, c'est le numéro 2. Soit vous avez en plus un fût métacarpien à remplir, et à ce moment-là, vous prenez un morceau de côte avec, que vous taillez comme ce qu'on a en dessous du numéro 3, donc vous avez l'os sur la partie droite et le cartilage à gauche, et ça vous permet en fait de venir enfiler la partie taillée en pointe dans votre métacarpien, et vous avez votre interposition cartilagineuse qui prend appui sur le scaphoïde. Donc à chaque fois, comme on est dans des contextes ligamentaires très mauvais, vous avez une ligamentoplastie d'enrobement à faire avec l'extenseur radial, ou avec ce qui vous reste comme tendon, ce que l'opérateur précédent vous a laissé. Et vous pouvez parfois avoir finalement des espaces qui sont assez surprenants. Donc là, vous avez une radio à 1 an,
sur une reprise après prothèse taille. Donc là, la prothèse taille, c'est une prothèse silicone qui peut donner, qui peut casser, qui donne des siliconites, et vous avez ici une géode de résorption qui est sur les deux versants, dont notamment le scaphoïde, qui a quand même une forme un petit peu bizarre, et là vous voyez qu'on a quasiment 1 cm, presque un peu plus, de réserve qui est occupée par la zone de cartilage. Donc en conclusion, vous essayez toujours le traitement médical. Quand vous faites le traitement chirurgical, il faut bien évaluer l'anatomie, bien évaluer ce que le patient souhaite et quelle est la vitesse de récupération qu'il veut. Et enfin, pensez à la reprise à chaque fois parce que, parce que le patient reviendra pour ça, et aux chirurgies régionales ultérieures qui vont guider votre indication. Merci. Une question à Thomas. Vous avez vu, c'est très précis maintenant au point de vue le schéma thérapeutique en fonction du poignet et en particulier de la controcalcinose. Vérifiez toujours le scapho-lunaire avant d'aller faire une trapézectomie totale. Pas de questions? Ah, dis. Il n'y a pas du tout de place pour le pyrocarbone. En fait, nous on a remplacé le pyrocarbone par le cartilage. Parce qu'en fait, le fait d'avoir c'est important d'avoir dans chaque opérateur d'avoir une prothèse, d'avoir une technique de trapézectomie quelle qu'elle soit et d'avoir quelque chose à mettre au milieu quand ça ne va pas, un spaceur. Et à ce moment-là, nous on a pris l'option cartilage costal. Parce que dans l'axe ligérien de Tours à Nantes, plus on descend, plus on est dans le pyrocarbone. Ouais, alors pyrocarbone, nous on l'a pour d'autres implants, la psy on utilise, l'amandis sur le poignet on est assez content. Après le pyrocarbone au niveau du pouce, on a eu quelques cas, mais pas avec les résultats qu'on en attendait. Donc en fait c'est pour ça qu'on est resté sur des choses qui sont un peu plus classiques. Il y a un petit effet noyau de cerise. Il faut rappeler à nos plus jeunes, quand vous faites une pince d'1 kg pouce index, 13,5 kg sur la trapézométa, et quand vous pincez 10 kg, il y a 130 kg en bas. Alors quand vous mettez un biomatériau, durée de vie limitée dans le temps, ou éjection comme un noyau de cerise, qui nous est déjà arrivé.